Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser donc à la programmation réactive ainsi qu'au module HTTP de AngularJS. C'est parti. Donc dans un premier temps nous allons faire une petite introduction sur la programmation réactive. Nous allons nous intéresser à ReactiveX qui se définit comme une API. Je vous mets en description l'URL du site d'ailleurs. Donc c'est en fait une bibliothèque qui propose de faire de la programmation réactive. Mais avant de rentrer dans les détails, je voudrais faire une petite anecdote. C'est qu'en fait, la programmation réactive en général, c'est quelque chose de très ancien en fait, de 1994 pour être précis. En effet, l'ensemble des outils que la programmation réactive utilise existent depuis 1994. En fait, la programmation réactive fait juste combiner l'existant pour apporter de la valeur ajoutée. En effet, elle s'appuie juste sur de la programmation fonctionnelle et quelques patterns de conception tels que Observer Observable et le pattern Iterator. Donc on pourrait faire le parallèle avec 2009 quand des devs se sont mis à faire du JS côté backend par exemple, et je vous laisse méditer là-dessus. Mais revenons à nos moutons. Donc ReactiveX c'est l'API générale, ensuite il y a une bibliothèque par langage offrant sa propre implémentation. Donc pour JavaScript c'est RxJS, et c'est ce qui va nous intéresser. Donc la programmation réactive est en totale harmonie avec l'asynchronisme natif de JavaScript, et Angular 2 y voit clairement un nouveau mode de programmation au détriment des promesses d'ailleurs. Donc nous y reviendrons plus tard. De manière plus générale, la programmation réactive peut être aussi bien adaptée pour le back-end que le front-end. Bon, nous allons nous intéresser donc au front-end, vous l'aurez deviné. Alors entrons maintenant un peu plus dans l'explication. Donc le principe est tout simplement d'utiliser le pattern Observer Observable de façon portable, donc sur n'importe quel projet, car ceci est encapsulé dans une API derrière. Ensuite, il y a la notion d'itérateur qui permet de retrouver et d'indexer l'ensemble des données envoyées. Le workflow, c'est le suivant en fait. On crée un flux, puis on va pouvoir composer et transformer le flux, c'est-à-dire appliquer des transformations à chaque réception de données, et enfin plusieurs observeurs pourront écouter n'importe quel observable. C'est un peu à la manière d'un système publisher-subscriber où des personnes vont souscrire à des topics et recevoir les données. Sauf que ici, donc, les topics sont appelés subject, et que le mode de réception des données dépend de quel type de subject on déclare. Ainsi, on va pouvoir, en souscrivant en tant qu'observeur, recevoir l'ensemble des précédentes valeurs, ou alors uniquement les dernières, ou même rien du tout, mais toujours en étant en attente des nouvelles valeurs, et dès que celles-ci arrivent, un traitement est effectué via un événement. Bref, tout ça paraît très compliqué, donc trêve de bavardage, on passe directement au cas pratique. Ok, ça va être le moment de mettre les mains dans le cambouis, mais juste avant, on va faire un petit topo sur comment Angular voit dans son architecture l'utilisation de RxJS. Donc pour Angular 2, c'est clairement le meilleur ami des services Angular en fait. En effet, chaque service déclare, va pouvoir ouvrir des subjects, et ainsi chaque composant va pouvoir souscrire et être notifié en instantané des modifications des différents services Angular. Ainsi, on est totalement découplé de soucis de rafraîchissement, et le service peut être utilisé de façon transversale à l'application et autonome. Donc c'est tellement puissant même qu'on peut... moi quand je l'utilise, c'est que je doute en fait de l'architecture que je choisis dans mes projets, tellement que c'est puissant, donc, parce qu'on peut très vite s'y perdre finalement, et je parle en termes de maintenabilité de code. Donc voilà, faut bien comprendre comment ça fonctionne, histoire de ne pas non plus faire n'importe quoi. Donc pour ce faire, je vous propose de réaliser un petit système de connexion en JSON Web Token avec du local storage. Cela permettra de faire une mise en pratique aussi de mon précédent tuto sur les JOT. Donc pour cela, il nous faut un backend. Donc comme c'est pas du tout le sujet, vu qu'on est le sujet c'est Angular 2, donc j'ai réalisé rapidement un backend en Node qui permet à chaque personne de se connecter et de demander des infos une fois connecté seulement, sinon une erreur est retournée. Alors pour illustrer ça, je démarre mon backend et je vais utiliser Postman. Donc c'est un outil qui permet de requêter auprès d'une API et de réceptionner le résultat. On peut configurer les entêtes, etc. Donc c'est plutôt cool, donc je vous le conseille. Donc ici je vais commencer par démarrer mon backend, et puis je démarre Postman qui est là, donc j'ai déjà démarré. Et donc ce qu'on se rend compte, donc c'est que je veux des informations donc sur /cherche, et donc quand j'envoie, voilà, on voit bien que il me dit vous devez être connecté.
Donc du coup, je vais taper sur /login. Donc au niveau de body, je vais pouvoir rentrer mon password et mon pseudo. Donc si je mets autre chose que root et root, parce que j'ai configuré en statique que ce soit les pour aller plus vite, donc que ce soit donc le pseudo et le password de la personne. Donc si je mets autre chose, on me dit que l'utilisateur n'existe pas. Et si je mets bien root et root, je vais pouvoir réceptionner un token, comme c'est le cas ici, qui aura un timestamp. Donc ici j'ai mis juste 1 minute pour l'exemple, mais voilà, on va pouvoir mettre un peu plus pour la suite du dev. Donc une fois que j'ai mon token, je vais pouvoir l'ajouter. En fait, il sera envoyé à chaque fois que ce sera nécessaire. Donc je le mets directement dans le header avec, avec en propriété authorization. Et donc cette fois-ci, on voit bien que voilà, je vais pouvoir réceptionner ma donnée. Donc voilà le principe. Donc je parlerai plus de ça, mais voilà, on va pouvoir travailler là-dessus en fait, sur cette base-là. Ok, donc reprenons là où nous en étions nous. Donc globalement nous avons un service, un composant parent donc, et deux composants fils. Donc ce que nous allons faire c'est supprimer les deux composants fils, ou plutôt en garder qu'un seul qu'on va renommer connect en fait. Donc on va avoir un composant de connexion. Et ensuite le composant parent lui fera appel à la route qui sera autorisée qu'une fois la connexion établie pour réceptionner des données. Donc la donnée ça sera foo par exemple. Voilà. Donc voilà, je vais faire ça. Donc je vais le faire en vitesse rapide parce que c'est pas très intéressant. Donc à tout de suite. Donc voilà le résultat après avoir cleané le code. Donc globalement on se retrouve avec notre composant parent ainsi qu'un composant fils. Donc là on omet totalement l'esthétisme car on est sur un tuto théorique. Et ensuite on a toujours conservé le service, donc on avait déjà déclaré dans les précédents tutos, ainsi que son appellation, donc myService. Et il va nous permettre de requêter donc auprès de l'API, notamment pour la connexion. Donc la première chose à faire comme toujours c'est d'importer les modules. Dans notre cas comme on souhaite requêter auprès de l'API et utiliser le protocole HTTP, donc on importe le module HTTP qui se situe dans @angular/http, dont on peut trouver un array qui se nomme HTTP Providers et qui fournit un ensemble de bases injectables pour utiliser le service HTTP depuis partout. Je décide de l'inclure dès le bootstrap de l'application. En effet, c'est plus logique, c'est de l'ordre de la configuration de notre application plus que de la valeur métier fonctionnelle. Donc j'opte pour l'import dans le bootstrap plutôt que dans l'app component en singleton. Donc une fois qu'on a ça, c'est parti, on va pouvoir débuter directement dans le service. On importe ce que l'on désire, donc response headers request and option, donc du module HTTP. Ensuite on importe les observables de RxJS, nous permettant notre programmation réactive. Maintenant on déclare nos propriétés telles que le header qui sera également à new headers, prenant en paramètre ce que l'on va mettre dans l'entête. Ici juste que c'est du JSON qu'on veut utiliser. Donc on met application /JSON dans l'entête. On fait de même avec le token et le username, on va les stocker, ce sera des strings. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer à faire notre fonction de login, prenant en paramètre le username ainsi que le password, et elle retournera rien. Donc c'est ici que nous allons requêter auprès de l'API. Donc avant tout, il faut injecter le service HTTP dans notre constructeur du service, comme nous l'avons déjà abordé lors des précédents tutos. Pour le faire proprement, il aurait fallu faire un fichier de conf pour pouvoir fixer les headers et URL sur lesquels on requête. Cependant, c'est hors cadre de ce tuto, donc on va directement mettre l'URL en dur, enfin l'URL dans lequel on va taper sur le backend quoi. Donc il suffit d'écrire this.http.post car nous allons envoyer des données en post. Le service HTTP possède les 4 verbes HTTP, get, post, et ainsi que delete et put. Donc oui, il y a bien put car on se souvient que par défaut dans Angular 1 ce n'était pas le cas. Voilà, le service HTTP a donc ces 4 fonctions. Donc le premier paramètre c'est toujours l'URL sur lequel on tape, des 4 fonctions donc dans notre cas c'est post. Le second paramètre qui est présent dans post et le put, c'est les données que l'on envoie, dans notre cas c'est le username et le password, que je JSON stringifie ici inutilement. Bon.
On va laisser. Cependant, c'est pseudo et pas username. Là, il faut en effet se mettre d'accord avec l'API que l'on utilise. Dans mon node, j'ai appelé la propriété pseudo, donc on met pseudo. Et enfin, en troisième paramètre, on a les options de requête. Dans notre cas, le header permettant de définir le format JSON. Donc on ajoute un objet avec la propriété headers. Et donc ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Le retour de ces fonctions sont des observables object. Donc de ce fait, on va pouvoir chaîner le tout en appelant la fonction map qui prend une closure ayant en paramètre la valeur retournée par l'API. C'est comme je l'expliquais en début de vidéo, on va pouvoir appliquer une transformation sur le flux de données réceptionné. Ici, en JSON parse juste les données. Donc pour la closure, j'utilise une arrow function ou fonction fléchée en français. Ils ont été introduits pour le bonheur de tous en ES6 comme je l'avais décrit dans mon tout premier tuto d'initiation. Comme il y a un seul paramètre, je ne suis pas obligé de l'entourer de parenthèses, je peux directement mettre ma flèche et comme il y a une seule instruction, pas besoin de l'entourer d'accolades. Alors vous l'aurez compris, les arrow functions sont plus pratiques d'un point de vue syntaxique, mais surtout on conserve le même contexte, c'est-à-dire que dans cette closure j'ai accès à tous mes is. Je suis toujours dans le même contexte. Si on faisait une closure classique, il fallait utiliser une sorte de hack du type var de self et prend pour valeur this. Bref, une fois la transformation effectuée, on va pouvoir souscrire directement et enfin faire notre traitement métier des données réceptionnées de nouveau dans une closure. Donc je conserve dans mes propriétés privées le token ainsi que le username. Je vérifie le format de retour. Ici le username est retourné directement dans data, mais normalement data contient un objet avec une propriété username. C'est plus propre et plus évolutif, mais pour les besoins du tuto, retourner directement la string suffira. Donc ensuite nous allons faire du local storage. Donc ainsi l'utilisateur quand il reviendra dans l'application, il n'aura pas besoin de requêter auprès du serveur pour demander un token de nouveau. Donc en plus on va coupler donc le local storage avec la programmation réactive, vous allez voir que ça va devenir très intéressant, vous allez voir cela par la suite. Donc ici j'utilise directement le local storage natif de JavaScript qui est maintenant normalisé, vous pouvez aller voir directement dans la doc de Mozilla pour cela. Et si jamais une erreur est renvoyée, on ne sait jamais, comme pour les promesses, il y a un moyen de faire un traitement alternatif. Pour le tuto on va juste le console logger. Ok, tout semble bon. Donc maintenant on va faire la partie component. Donc en se rend dans le connect component, notre composant fils, notre service est bien injecté via le système de dépendance d'injection comme nous l'avons étudié dans le chapitre précédent. On va définir nos propriétés du composant, donc on va déclarer un booléen isAuthenticated nous permettant de display ou pas ce composant, ainsi que les propriétés password et pseudo de type string. Maintenant, nous allons définir notre fonction qui sera appelée au submit ou plutôt au clic du bouton du formulaire. En effet, l'étude de la mise en place du formulaire sera l'objet de la prochaine vidéo justement. La fonction fera donc directement appel à la fonction login de notre service. On peut remarquer qu'avec ce typage statique, on a l'ensemble des informations lorsque je commence à appeler la fonction login du service avec notamment les paramètres à envoyer. Une fois la connexion opérée, on remet les champs à nul. Je vous avoue que pour le moment je fais cela mais c'est pas correct car si une erreur est envoyée la gestion là ne convient pas, mais dans ce tuto la gestion des erreurs et la mise en place d'un formulaire propre est volontairement omis. Et donc maintenant au niveau du template, on va l'afficher uniquement quand nous ne sommes pas connectés. Pour ce faire, on utilise la directive ngIf en passant notre boolean isAuthenticated. Ensuite on fait notre pseudo formulaire dont au prochain tuto on retravaillera. Donc ici je le réalise comme un débutant en ayant uniquement les connaissances précédemment abordées de manière théorique. Donc ici on effectue un two-way data binding avec donc la directive ngModel qui va nous permettre de retourner en instantané les informations des inputs pseudo et password auprès de la classe donc connect. Et ensuite donc on va effectuer un one-way data binding donc du template vers la classe connect avec un événement de type click sur le bouton de soumission pour appeler donc directement notre fonction login. Donc maintenant quand on va cliquer, ça va appeler à la fonction qui est ici, qui devrait appeler au service qui est ici. Donc on va mettre un petit console.log de data histoire qu'on voie vraiment ce qui se passe. Là le port c'est 8080 du coup. Ok. Ok, donc là il me manquait, enfin je me suis trompé, c'est pseudo. Oula. Oui.
Voilà, par rapport au backend, enfin par rapport à la classe qui se trouve ici. Voilà, c'est bien pseudo. Donc maintenant ce qui se passe, c'est que voilà, si je tape route et route et que je valide, voilà, on réceptionne tout bien, notamment le token. Et donc maintenant, si je vais dans les ressources, voilà, on voit bien que tout est stocké dans notre local storage. Alors la prochaine étape maintenant, c'est de pouvoir, dès que je retourne, ne plus avoir besoin de me connecter. Alors déjà là, ce qui nous manque, c'est qu'une fois qu'on est connecté, ça c'est censé prendre true. Ok, donc on a un second souci, c'est que quand on valide, ça crée un rechargement de la page comme une exécution de formulaire HTML classique. Donc pour ce faire, en fait, tout simplement dans le connect component, il suffit qu'ici on envoie un event et que on le réceptionne ici, donc de type event, et que en début donc on fasse un event.privateDefault et qu'à la fin on le stoppe aussi, donc event.stopPropagation. Voilà, pour être sûr et certain. Et donc maintenant, si on recharge, quand on valide, donc cette fois il n'y a pas de rechargement de la page. Ok, donc la première chose que nous allons faire, c'est importer notre type de subject. Donc dans notre cas, ça va être le behavior subject. Pourquoi? Parce que c'est un subject qu'en fait, dès qu'une personne va souscrire, elle va recevoir la donnée précédente avant qu'elle souscrive, tout simplement. Donc ça permet tout simplement de pouvoir récupérer dans notre cas le username s'il y en avait un. Et donc de pouvoir déclencher de partout dans l'interface, comme si on est connecté ou pas. Donc on importe le subject behavior subject, puis on déclare notre propriété. Donc la première c'est le subject en lui-même, donc qu'on appelle pseudo source, qui sera donc un behavior subject en passant le type que l'on va faire transiter dans le subject. Donc cela utilise la généricité derrière, donc dans notre cas c'est juste des strings. Ensuite on déclare un observable sur lequel les components pourront souscrire, qui sera donc le flux que j'utilise. Donc je mets un dollar en fin de variable, c'est juste une convention pour moi, pour bien comprendre ce que fait le flux. Ouais, pour bien comprendre que c'est un flux. Pour le transformer en flux, donc le subject, on utilise la fonction asObservable. Ensuite, dans le subject, on envoie les données et le observable va permettre au component de souscrire. Ok, donc maintenant ce qu'il reste à faire, c'est depuis le service, donc dès qu'il est chargé, donc dans son constructeur, de pouvoir envoyer donc le username s'il existe. Et on fait de même aussi lors de la réception du username et du token, afin de pouvoir donc informer l'ensemble des composants qui auront souscrit. Voilà, donc alors pour envoyer la prochaine donnée dans le subject, on fait juste un point next suivi donc de la donnée en argument. Donc c'est la fonction à utiliser pour pouvoir envoyer des données auprès du sujet. Maintenant, dans le component enfant, on va pouvoir souscrire directement dès le ng-on-init. Donc pour cela, on subscribe et dans la closure qui sera déclenchée à chaque changement, on pourra effectuer ce que l'on souhaite faire. Donc dans notre cas, conserver le pseudo et mettre isAuthenticateITrue. Dans le cas contraire, on met tout à false et nul. Ensuite, on va complexifier un peu en voulant qu'une fois connecté, le composant parent puisse récupérer les données. Pour cela, le parent va souscrire aussi et dès qu'il y a bien un username et donc une connexion, on va pouvoir appeler le service pour pouvoir requêter donc auprès de l'API et récupérer l'information accessible qu'une fois connecté seulement. Donc c'est le /search que j'avais mis en présentation, qui s'appelle toujours /search d'ailleurs. Donc pour cela, on va appeler une nouvelle fonction du service, on va créer plus tard, donc on appelle getInfo et qui fera du get pour récupérer ces informations là. Alors pour pouvoir bien expliquer le tout, on va transformer le observable en promesse pour montrer qu'il est facile de passer de l'un à l'autre quand on ne désire pas utiliser de la programmation réactive à certains endroits. Donc pour ce faire, on se rend dans le service et on utilise ensuite donc, la méthode get du module HTTP. Ensuite on fait un toPromise pour convertir l'observable en promesse. Et donc ensuite c'est un classique then and catch. On va faire le point sur un peu tout ce qu'on a vu. Donc il y a le formulaire de connexion qui apparaît que si nous n'avons pas déjà de token de connexion. Auquel cas il apparaît, donc on va pouvoir répondre. Une fois qu'on répond, ça le stocke en local storage. Et ça informe aussi tous les components à travers donc la programmation réactive que nous sommes connectés.
Si par contre nous arrivons dans l'application et que nous sommes déjà connectés, dans ce cas, la programmation réactive à nouveau prend la main dessus et informe tout le monde en récupérant les informations directement du local storage. Donc on voit que dans les deux cas, la programmation réactive permet tout simplement plus de réactivité, de dynamisme. Ça règle aussi des problèmes d'asynchronicité qu'on pourrait avoir. Donc c'est vraiment un atout majeur à avoir et à connaître. Alors un autre petit point que j'ai complètement oublié, c'est que tout simplement une fois qu'on est connecté, il faut pouvoir modifier le header de nos requêtes pour pouvoir tout simplement envoyer le token à l'intérieur de nos headers. Donc pour cela, ce que je fais, c'est au moment de la construction du service, j'ajoute donc le authorization avec la méthode append sur l'objet headers, où c'est que je mets le token s'il existe. S'il n'existe pas, tant pis, ça fonctionnera toujours pas. De toute façon, ça ne change rien d'un point de vue métier. Et ensuite, je fais de même donc dans le login à nouveau. Donc là dans le login j'ai rencontré un problème, c'est que si je fais le append, il y a un petit bug, je pense que c'est la méthode append qui est encore un peu buggée, mais ça devrait se stabiliser dans les jours qui viennent. Donc tout simplement ça me rajoute une virgule juste après, donc ça met le token, enfin ça met une virgule et puis le suivi de mon token en valeur. Pourtant le append prend bien pour valeur juste le token. Pardon. Donc append prend bien juste en valeur donc la clé et puis la valeur. Donc je sais pas pourquoi il y a une virgule qui vient s'interposer là-dedans, très certainement une petite erreur de la librairie, bon tant pis. Donc ce que je fais, c'est que tout simplement je refais un new header et j'écrase l'ancienne valeur à l'ancienne et ça passe crème. Voilà, comme ceci. Voilà, et on fait comme ceci. Et ensuite, un dernier petit point, c'est que là, ce que je retourne bien sûr, c'est dans point message, parce que dans les données que je retourne se trouvent bien dans message. Donc voilà globalement. Une dernière petite chose aussi, c'est que j'ai rajouté donc nos data par défaut et qui prend donc pour la valeur data. Je parle au niveau de l'app component, donc une fois qu'il a l'autorisation de pouvoir requêter. Et donc dans son template, je l'affiche tout simplement dans une balise P. Donc on va pouvoir tester réellement. Donc j'envoie, donc là bien sûr il n'y a pas la gestion des erreurs, il y a plein de trucs qui manquent, mais c'est vraiment pour expliquer juste la programmation réactive, hein, comme je l'ai déjà maintes fois répété. Donc voilà, et une fois qu'on s'est connecté, on a bien, voici vos données, qu'on a donc tapé dans Search. Voilà, on a le login puis le Search, avec dans notre headers, on voit bien alors, notre token qui est ici et qui sera envoyé maintenant à chaque fois. Et dans les local storage, on a bien le token et le username. Et donc même si je refresh, automatiquement il y a la connexion qui s'effectue et la requête qui s'effectue. Tout ça avec la programmation réactive derrière. Et donc voilà, on a à nouveau, voici vos données. Il faut vraiment que je delete pour pouvoir bien sûr arriver dans une nouvelle instance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc globalement, c'est une vidéo qui a été très volumineuse malgré que j'ai essayé de resserrer le scope au maximum. Donc vous voyez qu'il y a la gestion des erreurs qui n'est pas du tout pris en compte. Il y a plein de petits soucis que nous reverrons d'ailleurs avec le formulaire. Nous améliorerons un peu cette application. Ce sera très certainement aussi la dernière vidéo aussi volumineuse parce que 20 minutes ça fait beaucoup trop. Voilà, même pour le routing j'essaierai de faire beaucoup plus petit. Et j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter. Et puis je vous dis à la prochaine. Das Vidania.